L'Italie a gagné une bataille, mais l'Italie n'a pas gagné la guerre. Il faut toujours s'inquiéter pour eux et ils ont eu une victoire qui était essentielle pour leur avenir hier face à Israël. Mais pour autant, il y a quand même quelques points qui m'amènent à me dire que si l'Italie est une belle sélection, il va pas falloir faire d'erreur pour la suite de cette qualification en Coupe du Monde. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre et vous l'avez compris, nous allons parler de la Nazionale pour ouvrir le journal du jour, mais on évoquera également l'avenir d'Upamecano, l'avenir de Bradley Barcola, la composition de l'équipe de France et enfin les affaires juridiques entre la fédération anglaise et Manchester City. C'est un petit peu le gros dossier qui est très loin d'être terminé comme vous allez le voir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Et oui, je me suis rasé, je sais que ce sujet vous tient à cœur et que vous le commentez souvent. Adieu à la moustache. L'Italie jouait son destin face à Israël et honnêtement ça s'est joué d'un rien. Victoire 5-4 dans un match où la folie et où la pression ont clairement amené certains joueurs italiens à faire des erreurs, mais heureusement les Italiens s'en sortent. Pour bien comprendre les enjeux, voici le groupe de l'Italie. On rappelle que le premier du groupe est qualifié pour la Coupe du Monde, le second a le droit de passer par la case barrage. Avec un nul, l'Italie aurait été à 7 points et Israël à 10. Avec une défaite, l'Italie aurait été à 6 points et l'Israël aurait été à 11. Bon, en vrai, même si l'Italie rate la seconde place qualificative, les 4 meilleures nations de Nations League non qualifiées de manière classique ont le droit à un billet pour les barrages. C'est un petit peu l'école des fans, t'as plein de moyens de te qualifier, mais il reste que l'Italie a quand même loupé quelques grandes compétitions internationales dernièrement, et que là, si t'avais une défaite face à Israël, tu pouvais commencer à flipper. Voici les compositions qui étaient alignées au cours de cette rencontre. Contre son camp de Bastoni, contre son camp de Locatelli, Donnarumma tout sauf en confiance. En fait, j'ai l'impression que Gattuso a fait dans le vestiaire un discours à la Pascal Duprat, mais en chargeant sur l'émotionnel et qu'il a complètement en fait dézingué le mental de ses joueurs. Heureusement, tu as quand même une double pointe qui a répondu présente du côté de l'Italie avec Moise Kean, mais également Retegui qui s'entendent parfaitement et qu'on fait le taf. Et tu as un but improbable de Tonali qui était inespéré. Tonali qui fait un très bon match. Définitivement, c'était un crève-cœur de s'en passer durant sa suspension. Là, il apporte beaucoup à la sélection italienne. T'as du talent du côté de l'Italie, ça pratique un football qui a du potentiel, reste qu'Israël, ce sont pas des adversaires redoutables, t'es censé pouvoir t'en tirer avec moins de difficultés. Tu sens qu'il y a un souci de solidité mentale et on peut le comprendre parce que l'enjeu est énorme pour l'Italie, mais va vite falloir redresser tout ça. Gattuso, je suis pas son plus grand fan, mais il a du pain sur la planche. Le Real Madrid, ce sont vraiment les plus filous du mercato. Je vais employer ce mot poli parce que si vous êtes supporter du Real, vous pouvez saluer leur ingéniosité et leur capacité à dénicher les bons coups. Et à contrario, si vous êtes par exemple un supporter de Liverpool, vous les détestez. Ils vous ont chopé librement Trent Alexander-Arnold. Les rumeurs veulent qu'ils fassent la même chose avec Konaté. Et puis du côté du Bayern Munich, on pourrait longuement en parler également. Ils ont fait le coup avec Alaba, ils ont tenté de faire le coup avec Alphonso Davies. Et Bild, le journal allemand, nous informe que le dernier dossier en date, c'est Upamecano. Pour rappel, le défenseur central français est en fin de contrat en 2026. C'est donc là que le Real se pointe, sentant la bonne affaire, et je peux les comprendre parce que finalement, Konaté ou Upamecano, ça a tous les jours sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Ils ont recruté Dean Huijsen, qui est un incroyable défenseur central, mais en dehors de lui, les places sont prenables par nos deux internationaux français. On est bien placé pour le savoir en France. Ce sont des joueurs exceptionnels. Alors attention, c'est encore loin d'être fait. Liverpool a prouvé qu'il pouvait prolonger des légendes et les garder malgré tout. Konaté n'est pas encore une légende, mais ils peuvent faire un effort pour lui. Et puis Upamecano du côté du Bayern Munich, on n'est pas non plus à l'abri d'un retournement de situation. Alphonso Davies, certains en Espagne l'imaginaient déjà du côté du Real Madrid, et au final, il est resté en Allemagne. Voici le 11 attendu pour l'équipe de France. Le journal de l'équipe et ça envoie un message très clair. Didier Deschamps a envie de tester certains joueurs dans des conditions réelles. Pas question de faire jouer tous les remplaçants. Tu as quasiment la même équipe que face à l'Ukraine, mais tu fais jouer la concurrence. En attaque, tu vas simplement pallier l'absence de Désiré Doué pour blessure en alignant à sa place Marcus Thuram, Barcola et évidemment Mbappé devant. Le milieu de terrain reste à changer. Le latéral droit, même chose, c'est toujours Koundé. On a toujours la même
charnière. En fait, le changement, il vient de Théo Hernandez à la place de Lucas Digne. J'imagine que Deschamps veut voir ce que donne Théo Hernandez dans cette configuration de titulaire. C'est là où il reste encore des questions qu'on peut se poser, mais le reste de l'équipe, bah tu sens que Deschamps a envie de travailler des automatismes, tu sens que le 4-2-3-1 c'est un petit peu ce qui va être mis en place avec un Olysée dans le cœur du jeu qui semble bien s'y développer. Alors on n'est pas à l'abri que la compo probable de l'équipe se plante, mais en tout cas si c'est bel et bien ça, je le redis, le message envoyé il est assez clair, c'est un test pour Théo Hernandez et pour le reste on travaille les automatismes. La fédération anglaise reprochait à Manchester City d'avoir enfreint environ 4 milliards de règles et on avance dans le litige qui oppose le club anglais à sa fédération. Il y a eu une première bataille remportée par City, celle de faire bouger les règles de l'APT qui régissaient justement les partenariats entre les entreprises appartenant aux propriétaires de clubs et ces mêmes clubs. Pour dire les choses très franchement, si je suis propriétaire de Manchester City et que dans le même temps je suis propriétaire d'Etihad Airways, je ne pouvais pas décider que mon sponsoring valait 100 milliards d'euros. Auquel cas, on se disait, tu surévalues le sponsoring pour permettre à ton club de contourner les règles financières. C'est évidemment exactement ce qui est reproché à Manchester City, sauf que City disait que les règles de cette APT étaient en grande partie bidons. Il y a eu un accord pour les réformer entre la fédération anglaise et City, et aujourd'hui tout le monde se serre la main et tout le monde est d'accord pour une nouvelle version. Alors est-ce que ça veut dire que City ne sera pas sanctionné ? C'est pas aussi simple que ça, parce que le litige, il reste en cours pour pas mal de questions. On devrait avoir le dénouement au cours de ces prochains mois, mais si vous voulez mon petit pronostic, City s'en tirera avec une amende et la montagne va accoucher d'une souris. Barcola a été au cœur de très nombreuses rumeurs de départ au cours de ce mercato estival, on parlait même d'offres à 100 millions d'euros, sauf que voilà, le joueur se plaît au Paris Saint-Germain, le PSG apprécie le rendement de son offensif, et on va toujours plus loin dans cette histoire d'amour réciproque, puisqu'aujourd'hui on évoque la prolongation de Bradley Barcola qui doucement mais sûrement avance. L'idée, ce serait de prolonger jusqu'en 2030, donc s'inscrire dans la durée avec un joueur qui pourrait augmenter sensiblement son salaire. Ça peut se comprendre parce qu'il est arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 45 millions d'euros, c'était à l'époque qu'un espoir. Depuis, il est devenu international français, il est estimé à 70 millions d'euros, mais on peut même dire qu'il vaut plus sur le marché, autrement dit, son salaire lui aussi, il doit être revalorisé. C'est actuellement dans l'effectif parisien le 11e salaire du club, Kimpembe était 10e, il est parti, Donnarumma était le 8e, il est parti, ça te donne un peu de marge. Alors oui, c'est pas un titulaire indiscutable, mais il y a de la marge avant qu'il atteigne les top salaires. Ousmane Dembélé par exemple gagne quasiment 3 fois plus que lui. Barcola, il est à 550 000 euros brut mensuels. Je trouve que c'est une bonne idée de le prolonger parce que c'est un joueur qui est plein d'avenir, c'est un joueur qui est utile dans l'effectif, qui en plus accepte une place qui n'est pas évidente à tenir, celle de titulaire bis. Il y a beaucoup de joueurs de talent qui n'accepteraient pas ça. Barcola, il le fait, donc franchement, ils ont raison de continuer l'aventure ensemble. Et j'ai capté que Barcola, mine de rien, il a déjà bien dépassé la centaine de matchs avec le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai l'impression qu'il est arrivé en provenance de l'OL il y a de ça seulement quelques semaines. Le temps passe vite. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, on va faire une vidéo dédiée à un sujet que j'ai évoqué ce matin sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur ce réseau désormais appelé X. Et pour vous donner un second indice, on va évoquer un sujet qui parle de l'équipe de France. Alors évidemment, c'est pas un avant-match, parce que le match est ce soir, la vidéo va sortir à 17 h, mais on va parler de l'avenir, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.